Bonjour, bienvenue du coup sur cet épisode du Zenicast où du coup on parle de sujets tech avec des consultants Zenica et aussi des interlocuteurs externes, souvent experts sur le sujet. Donc je m'appelle Mickaël, aujourd'hui je suis accompagné d'Étienne et Lucas de Zenica. Et avec nous, on a aussi la chance d'avoir Hubert. Hubert, comment ça va? Est-ce que tu veux bien te présenter? Bonjour tout le monde, bah, ça va bien. Je suis en vacances demain en plus, donc non, ça va plutôt bien. Est-ce que je peux me présenter? Donc Hubert Sablonnière, 38 ans, je travaille chez Clever Cloud. Chez Clever Cloud, je m'occupe d'une équipe qui travaille sur l'interface d'administration, la console web, et sur une autre équipe qui s'occupe de la ligne de commande, donc sur lequel on peut faire Clever Deploy et ce genre de trucs. Donc du dev front-end web, du management, du coaching, du tech lead, un peu de tout et pas assez de temps pour le faire, bien évidemment. Ça, Voilà. c'est souvent comme ça. OK, 1re petite question, on va continuer avec toi. À ton avis, enfin pour toi, qu'est-ce que c'est le Hype Driven Development et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça t'a intéressé d'en parler avec nous? Alors en fait, pour moi, le hype déjà si on revient à la définition, donc ce serait le développement conduit par les tendances, par la hype. Alors, comment est-ce qu'on traduit hype? Ouais, c'est juste que c'est la hype, quoi. Mais ouais, j'aurais tendance à dire que, c'est quand, finalement le choix des différentes technologies et de la manière dont on va développer sur un projet, les choix ne sont plus faits de manière, allez, je vais être un peu sont plus faits de manière rationnelle et de manière, objectivée sur les besoins du logiciel qu'on construit ou sur le contexte technique dans lequel on le construit, mais plus par la hype. Et donc qu'est-ce que je vais mettre moi derrière ça? C'est, les technos à la mode. Pourquoi elles sont à la mode? Bah, parce que j'en entends parler. Où est-ce que j'en entends parler? Articles, conférences, podcasts, vidéos YouTube d'influenceurs ou autres. Et parce que tout le monde utilise tel framework, telle librairie ou code de telle ou telle manière, je vais avoir envie de faire pareil, parce qu'en plus, ça a l'air de faciliter la vie, au détriment, parce que souvent derrière Hype Driven Development, on va l'opposer à un choix plus raisonnable et pragmatique. Et je vais donc faire ce choix de hype au détriment de mes utilisateurs ou du contexte dans lequel je travaille avec mes collègues, et cetera. Après, bah, on va le redire, c'est un outil, bien souvent, il est à la mode et il est utile pour faire des projets correctement et bien pour les utilisateurs. Donc, je pense que souvent, ce qu'on a tendance à mettre derrière ça, c'est le cas particulier où en suivant la mode, on le fait au détriment de la raison, j'ai envie de dire. Mais c'est Ouais, peut-être pas votre définition à vous. Ça m'intrigue de savoir si c'est le cas aussi. bah, c'est ce que j'allais dire. Je suis plutôt d'accord avec toi, moi, sur le fond. C'est vraiment du développement qui suit. Moi, j'aime bien ta traduction de tendance pour hype. Je trouve que ça résume bien ce que c'est. Et souvent, on peut être aveuglé par des benchmarks ou des démos un peu flashy et tout envoyer, tout faire une refonte de tout ce qu'on a pour partir sur des trucs hype. Et effectivement, je suis un peu d'accord avec toi. En général, quand on parle de HDD, on parle pas de ce qui s'est bien passé, on parle plutôt des moments où bah, on est parti sur Bun alors que la 1.0 était pas sorti, par exemple. Carrément. Donc, ouais, je suis assez raccord avec toi. Non, je suis totalement d'accord avec ça. Après, c'est vrai que moi, je pratique pas énormément le HDD. Je connais la tendance, mais c'est vrai que c'est pas trop mon truc. Moi, je me base beaucoup sur la communauté des technologies plus que sur, le moment où ça sort. Donc c'est pour ça que je trouve ça très intéressant d'en parler aujourd'hui, surtout avec un expert, j'ai l'impression, du sujet. Oula. Donc j'ai hâte de voir ce qu'on va en dire. Souvent quand on parle de HDD, il y a un sujet qui revient quand même assez souvent avec. C'est quand même souvent lié à ce qu'on fait sur de la veille technologique. Ça fait partie normalement intégrante de notre métier de faire beaucoup de veille. Et du coup, on va peut-être prendre un petit moment pour parler de ça. Est-ce que déjà vous êtes d'accord que souvent, cette hype, elle est quand même souvent
augmenter avec tout ce qui est sur les réseaux sociaux, les personnes qui en parlent, etc. Et si vous pouvez dire, par exemple, où est-ce que vous faites votre veille? Est-ce que vous en faites souvent? Un peu votre quotidien sur ça? Ouais, alors la veille, ouais, moi j'en fais le matin en allant au taf et le soir en revenant, un peu le midi aussi. La plupart de ma veille, généralement, je la fais par des newsletters, que ce soit, TLDR par exemple ou, This Week in React, des trucs du style. Mais aussi je la fais aussi beaucoup sur les réseaux sociaux et je pense la HDD vient beaucoup des réseaux sociaux. Il suffit que tu sois abonné à un influenceur qui fait de la tech, comme, Kent Dot ou TOGG par exemple, des personnes comme ça, qui parlent beaucoup des nouvelles technologies et quand tu vois ces gens en parler, tu te dis: «Tain, c'est incroyable cette technologie, j'adore, j'ai envie d'en faire». Donc voilà, je fais pas trop de veille du coup sur les réseaux, je me tiens au courant, mais ouais, c'est beaucoup par newsletter. Je crois que c'est, Lucas qui en fait beaucoup sur les réseaux sociaux. Moi, j'en fais beaucoup partout en soi. Non, je fais aussi beaucoup de newsletters. C'est vrai que je suis un grand utilisateur de X, anciennement Twitter, pour ma veille. C'est vrai que ça me sert souvent à avoir un espèce d'aperçu de ce dont parlent les gens. Moi, j'avoue que la veille, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de mon métier complètement, et c'est même souvent un vecteur de passion. C'est pour ça que moi, c'est un sujet qui me parle beaucoup, le hype-driven development, parce que c'est une des grandes parties que j'aime dans mon métier, c'est cette passion qu'on a pour les outils qu'on utilise, pour ce qu'on fait, ce que les outils nous permettent de faire. Et souvent, quand il y a des outils un peu hype qui sortent comme ça, un peu du lot, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans des newsletters, ça me renvoie un peu au petit moi en école d'ingé qui découvrait React et que, oh là là, on peut faire des choses réactives. Donc c'est vrai que moi, je suis très partisan de la veille hype, on va dire, mais il faut réussir à prendre du recul sur ce qu'on fait en veille et pas faire n'importe quoi après coup. Je sais pas ce que t'en penses toi, Hubert. Bah, moi, j'ai eu pas mal de phases différentes dans ma veille. Quand j'ai commencé à bosser, les flux RSS, c'était encore à la mode. Et dans ma tête, c'est encore à la mode, mais tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Donc, une fois que j'ai fait mon deuil de Google Reader, je suis passé à Feedly. Et j'ai toujours un Feedly, j'ai toujours du X, du Mastodon, du Bluebird, je crois qu'il me reste 2 newsletters peut-être, mais énormément de canaux dans lesquels en général je skim, enfin je fais, comment on dit en français? Un tamis, je fais un peu le tamis de cet ensemble d'énormément de liens et je vais aller mettre dans Pocket les liens qui m'intéressent pour les lire plus tard. Et je ne les lis jamais comme la plupart des utilisateurs de Pocket. C'est incroyable. Et non, du coup, j'ai tendance à en lire un peu de temps en temps, mais je fais beaucoup moins de veille qu'avant. Et à une époque, j'avais vraiment ce système-là. Je filtre, je tamise ce que je veux lire plus tard et plusieurs fois dans la semaine, je dépile et j'ai beaucoup moins le temps. Et aujourd'hui, on va dire, c'est surtout du Twitter et de la veille interne. En fait, chez Clever, comme je l'espère dans beaucoup de boîtes, on a un canal pour juste partager des liens de veille. Et en fait, j'ai des collègues qui font du Rust, du Python, du Ruby, du Node.js, du PHP, ce que vous voulez, du réseau, de la DB, de la sécu. Donc, on a des liens qui partent dans tous les sens. Et c'est vrai que c'est assez cool d'avoir ces différentes sources. Ça, c'est un truc si je peux rebondir là-dessus, j'ai aussi, je pense heureusement qu'on a cette contrainte de temps, parce qu'en fait, il y a tellement dans notre métier de nouveautés qui sortent au quotidien, de gens qui développent des plugins, qui découvrent de nouveaux trucs, que si vraiment on avait le temps de tout tester, je pense que ça serait vraiment un enfer. Donc C'est moi sans aussi, fin, ouais. j'ai sur Arc, j'ai un petit folder avec ma reading list où je mets absolument tous les liens que je veux lire après. Et bien évidemment, je n'en lis aucun. Donc il y a sûrement là-dedans plein de trucs qui auraient peut-être pu partir en prod, mais qui ne partiront jamais en prod parce que je ne les ai pas lus. Mais ouais, généralement, c'est vraiment ce truc-là qui aide sur les réseaux, c'est qu'il y a beaucoup de contenu. Et ça fait que tu es obligé de faire le tri derrière, quoi. Tu peux pas
même si les trucs sur le moment venu te paraissent incroyables, il faut que tu fasses le tri, parce que sinon, bah, t'arrêtes jamais. Il y a beaucoup de gens qui font la blague avec la communauté JS où tous les mois, il y a un nouveau framework ou librairie qui sort. Bah, c'est un peu Alors que vrai c'est de temps en temps. aujourd'hui c'est faux. Ce qui est vrai, c'est que tous les mois il y a un bundler en Rust Oui, ça qui c'est sort, vrai. mais au niveau des frameworks front-end, ça s'est quand même pas mal calmé. Non, c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'aussi il y a eu, et je serais pas étonné que ce soit pareil chez vous, une évolution dans je vois plein de trucs, j'ai envie de tout tester. Et maintenant, j'ai des layers un peu, genre le layer je vois passer un lien, je lis en diagonale et je sais que tel truc existe. Et après, il y a la sous-partie de cet ensemble de je sais que ces trucs existent, de je vais prendre le temps de les essayer. Et ce qui prend beaucoup plus de temps, et donc on le fait sur moins de choses. Mais je trouve que rien que de savoir que quelque chose existe, est possible, et de comprendre grosso modo le scope de telle ou telle nouvelle solution, c'est souvent la première phase. Et là, on parle que de veille pour des outils, etc. Mais après, il y a juste des articles, des liens, des vidéos qui sont autour plus de retour d'expérience ou de partage beaucoup moins ciblé, on va dire, quoi. Moi, je te rejoins là-dessus. Pareil, j'ai vraiment cette notion de layer aussi un peu en tête. C'est aussi pour ça que je fais beaucoup de veille sur les réseaux sociaux, sur Twitter, ce genre de choses, parce que bah, justement, c'est vraiment des micro-bribes d'infos de oh là là, Biome.js, ça existe, qu'est-ce que c'est? Je le range dans une case, ok, je sais que ça existe, et si dans un an on me reparle de ça, bah, je saurai ce que c'est. J'avais pris l'exemple de Bun au tout début, mais j'ai découvert Bun aussi par Twitter. Et ma première réaction, ça a été bah, voilà, d'essayer de comprendre ce que c'est, de comprendre ce que ça voulait faire, et de me dire, OK, celui-là, il vaut peut-être le coup d'être suivi. Ça ne veut pas dire que demain soir, je vais arriver au taf et dire, on change tout, on refait tout en Bun et ça va être incroyable, mais ça vaut le coup d'être suivi, quoi. Donc ouais, je fonctionne aussi un peu comme ça pour ma veille personnellement. Et c'est vrai que on essaye, enfin, je me rends compte que avec le temps qu'on a, on se retrouve souvent à pouvoir tester des choses qu'une fois qu'elles sont un peu plus stables et qu'on peut presque les utiliser en production, et que du coup, ça va rentrer dans le cadre de POC ou de ce genre de choses en entreprise, ce qui n'est pas forcément mal, ça nous évite de faire des bêtises, mais on a moins le temps de tester les choses, quoi. Ouais. Il y a un truc qui revient quand même beaucoup, c'est que bah forcément, c'est ce que disait Lucas tout à l'heure, quand on voit des nouveaux sujets, on a cette question de hype, ça fait un peu partie de notre métier, surtout sur des sujets peut-être où on a un peu plus d'affection. Et du coup, il y a peut-être quand même une vraie différence entre la hype pour un sujet et tomber dans le hype-driven development. Et du coup, selon vous, comment est-ce qu'on fait pour trouver l'équilibre entre adopter des solutions qui sont modernes pour que nos projets ils continuent à être un peu au goût du jour, mais en même temps faire attention à ne pas tomber juste dans un truc où à chaque fois qu'on voit une nouveauté, on fonce un peu tête baissée. Tu peux commencer. Vas-y, Étienne. C'est un peu difficile à répondre parce que moi j'ai jamais mis une techno hype en prod, donc c'est un peu difficile de mon côté, mais généralement moi non, on va pas en parler ici. Non, ça dépend. Moi je me base beaucoup sur la communauté qu'il y a autour de la nouvelle technologie. Si beaucoup de monde en parle, s'il y a beaucoup de documentation, si quelque chose fait vivre la techno qui vient de naître, peut-être qu'il y a quelque chose derrière qui fait que ça va fonctionner et ça a l'opportunité d'exister. Ça dépend aussi du besoin que je vais en avoir. Si un nouveau framework sort qui se dit remplaçant de React et que j'utilise du React, mais que j'ai pas vraiment besoin de l'utiliser, c'est sûr que je vais être hypé par la technologie, mais je vais pas partir dans le HDD en utilisant la techno en prod. Donc voilà, ça dépend de beaucoup de sujets. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Je vais prendre un exemple, notamment une techno qu'on connaît plutôt bien ici, c'est Upright,
qui est une techno qu'on suit avec Mika depuis un long moment, depuis une version 0.1, et on l'a vu évoluer jusqu'à une version 1.6 aujourd'hui. Et je trouve que j'ai vraiment vu ce passage de ok, ça c'est une techno que je ne mettrai pas en prod, et quand on en parlait en conférence ou ce genre de choses, on n'a jamais incité à le lancer en prod, à aujourd'hui une techno qu'on peut, que ça me dérange pas de conseiller de partir en prod avec. Et je me dis un point un peu crucial de ce changement de paradigme, je dirais que avec Upright notamment, on a eu quelques exemples de personnes qui se sont lancées dans le fait de le mettre en production, et peut-être que je sais pas eux la raison qui les pousse à faire ça. Est-ce que c'est une confiance vraiment absolue dans le projet? Est-ce qu'ils ont fait des recherches approfondies dessus? Mais le fait que plusieurs personnes réussissent à en faire quelque chose en production, c'est vrai que ça donne de la confiance, et ça fait peut-être passer un projet de ok, ça pourrait être sympa de le tester, à ok, on peut peut-être pousser quelque chose et en faire quelque chose en prod. C'est marrant ce que tu dis, que ça me fait rebondir, je sais pas si c'est trop tôt dans le conducteur, mais sur les web components, en fait, chez Clever, on utilise des web components depuis 2019. Donc en 2019, c'était très tôt, clairement, surtout pour les envoyer en prod. Et en fait, on va pas rentrer dans à quel point l'historique de la maturation de ce standard est complexe, mais j'ai noté que depuis plusieurs années, quand tu as des grosses boîtes qui mettent en prod des trucs avec des web components, un des gros exemples récents, c'était une version web de Photoshop qui utilise des web components. Donc, en fait, là, l'argument, c'est plus est-ce que tu as besoin d'utiliser des web components chez toi? Quel problème tu as? Quelle solution ça apporte? Et est-ce qu'il y a un match entre les deux? C'est, t'as vu telle grosse boîte qui pèse pour faire un logiciel dont on a tous une image qui est hyper compliquée, enfin Photoshop. Et eux, ils ont résolu ce problème que tu ne connais probablement pas. Moi, j'ai aucune idée de comment tu codes Photoshop. Ils l'ont résolu avec des web components, donc ça doit être bien. Et je trouve ça fou parce que et en l'occurrence, ils ont utilisé Lite, qui est la bibliothèque de Google qu'on utilise aussi chez Clever. Et moi aussi, j'ai participé à la hype. Je vois des gens que je vois dans ma communauté Lite Web Component qui ont créé ce dashboard Photoshop avec. Et je retweet, je fais « T'as vu, c'est trop bien ». Et il y a un site qui s'appelle Are Web Components Ready Yet, ou un truc dans ce genre-là, sur lequel il y a des logos de toutes les grosses boîtes qui utilisent des web components en prod. Et bien évidemment, j'ai fait une PR pour qu'on ait le logo de Clever dedans. Alors, aussi pour qu'il y ait le logo de Clever à côté des GAFAM et des grosses boîtes. Mais le fait que dedans, il y ait Nintendo, Microsoft, Google, Adobe, etc., il y a un petit côté réputation et crédibilité, street cred d'un outil, d'une solution. C'est les fameux used by qu'on a sur plein de projets avec des gros noms de boîtes. Et je trouve ça marrant parce que en fait, si, c'est intéressant. Ça va débouler sur une question auquel vous pourrez répondre, mais ça devrait pas faire partie du choix. Et en même temps, si. C'est-à-dire que quand tu utilises un projet qui est utilisé par personne, notamment un projet open source, tu t'exposes au fait qu'il soit plus maintenu demain. Et donc, dans la hype, il y a peut-être aussi ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je vais rebondir sur ta question. Je suis d'accord, c'est un super point. Et en fait, ce moment où des grosses boîtes les utilisent, c'est presque un second pic de hype, en fait, où il y a vraiment... et pour moi, c'est pareil, c'est deux pics de hype qui ont les mêmes risques, parce que ton exemple est hyper parlant avec Photoshop et les web components, mais on peut se dire directement, oh là, ils font ça, let's go, alors que ça se trouve, ils n'ont pas les mêmes besoins que nous, enfin, c'est même peu de chances qu'on ait les mêmes besoins que Photoshop. Enfin, c'est hyper précis. Donc, je vois ça aussi. Je vois ça aussi beaucoup. Moi, c'est quelque chose dont j'aime beaucoup parler, mais Facebook fait beaucoup d'outils en interne qui après existent à l'extérieur. Il y en a que tout le monde utilise aujourd'hui comme React ou GraphQL qui est pas mal utilisé aussi. Mais je trouve qu'on fait beaucoup de bruit autour des outils React qui parfois sont des outils où il n'y a pas énormément d'applis qui ont des problématiques comme Facebook a, quoi. Et on va aller mettre
je vais prendre l'exemple de GraphQL, mais on va aller mettre un GraphQL dans une appli avec 3 entités. C'est pas que ça marche pas, mais c'est peut-être pas nécessaire. Ouais. Mais en fait, t'as vraiment ce truc, je pense, qui est aussi important, c'est que en fait, ce qui augmente la hype, c'est ça concerne aussi le sujet, mais aussi la personne qui est porteuse du sujet. Parce que si tu prends un sujet qui fonctionne, on va dire chez React ou n'importe, ou par exemple quand on voit à chaque fois que Vercel lance un produit ou n'importe, De ouf. si c'est Jean-Michel au fin fond de son jardin qui lance le même produit, bah, bizarrement, il y a vachement moins de personnes qui vont le suivre. Alors que là, en fait, Vercel lance une nouvelle feature ou n'importe. Bah, en fait, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. La majorité des gens, en fait, vont se dire, ben, OK, Vercel a sorti ça, du coup, ils l'ont déjà intégré dans telle et telle application, on peut partir dessus. En fait, on donne beaucoup de confiance à des outils de par ceux qui les ont créés et non pas réellement ce que font Ouais. les outils. Et du coup, ça revient au truc que disait Lucas, on ne sait pas si c'est une question sur nos besoins ou quoi, mais du coup, juste de voir que c'est une entreprise connue qui lance le truc ou que des entreprises connues l'utilisent, directement, pour moi, c'est vraiment un bond sur la hype. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent d'un jour à l'autre partir sur une nouvelle techno ou un nouvel outil, juste sur l'argument de « Ah, eux, ils l'ont utilisé » sans que la réflexion aille plus loin, quoi. Ouais, moi, pour moi aussi, ça rejoint quand on suit les influenceurs sur les réseaux. Généralement, tu vas voir ton influenceur utiliser un outil dont tu n'as jamais entendu parler. Il va te dire que c'est bien en te donnant peut-être très peu de points positifs et de points négatifs. Et juste par sa notoriété et son nombre de followers, tu vas te dire: «Ah bah tiens, lui, il a l'air de s'y connaître, donc peut-être que je vais commencer à utiliser ça», sans vraiment creuser le sujet dans le fond. Je crois que je me rappelle plus du nom de la boîte, peut-être que vous l'avez, mais à un moment, c'est peut-être l'année dernière ou il y a quelques mois, il y avait une boîte qui avait migré de TypeScript vers JSDoc. Je sais pas si vous vous en Oui. rappelez? C'était Ouais, en Svelte? fait, c'est Svelte qui a bougé de TypeScript à JSDoc pour le code source de sa bibliothèque. Pour autant, toi, en tant qu'utilisatrice ou utilisateur de Svelte, ça ne change rien. Et Exactement. c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que nous, on fait de la JSDoc chez nous. Et l'autre jour, j'ai voulu peut-être préparer un talk ou un article là-dessus, mais en fait, flemme. Mais du coup, j'ai relu plein d'articles et regardé plusieurs vidéos, notamment de Théo GG, Théo, je sais jamais comment. Théo GG. Théo GG. Alors, l'autre, pareil, j'ai du mal à dire son nom, c'est The Primogen. Ouais. Donc, le moustachu qui est toujours comme ça. Là. Et puis, techniquement, il y avait aussi Rich Harris qui s'exprimait directement sur le sujet. Et il y a eu encore plus de vidéos d'autres youtubeurs ou créateurs de contenu que je connais moins. Et tout et son contraire a été dit. Et c'est fascinant parce que, en fait, quand on revient au concret, continuez à utiliser TypeScript si ça vous convient. Et en fait, le cas particulier de Svelte et les raisons pour lesquelles Rich Harris et ses équipes ont fait ce choix, il est à contextualiser avant même de s'y intéresser, quoi. Exactement, ouais. C'est pour ça que je trouvais que c'était un très bon exemple, parce qu'il y a eu beaucoup C'est ouf. de débats là-dessus. 2-3 collègues qui ont commencé à faire 2-3 POC de JSDoc pour remplacer leur TypeScript. Donc ouais, ça dépend beaucoup de la personne qui en parle. Il y a un autre truc qui revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure, c'était un peu dans le fil conducteur du podcast. Est-ce que quand vous avez commencé les web components chez Clever, au tout début, vous n'avez pas eu certaines craintes ou rencontré certains problèmes, sachant que c'était quand même quelque chose qui n'était pas encore très répandu? Est-ce que vous avez rencontré un peu des blocages et à des moments où vous avez remis en cause en disant est-ce qu'on a bien fait de partir là-dessus ou... En fait, j'ai fait un talk en 2019 sur le web, ses standards et ses frameworks, un truc dans ce genre-là, et où j'ai essayé aussi de parler du fait au-delà de la hype, qu'on tombe amoureux de ses propres outils au point d'oublier un peu l'amour en aveugle, pourquoi on les a choisis au départ, et qu'on va faire des choix qui sont plus forcément
Enfin, en fait, on choisit des solutions au lieu de se souvenir de quel genre de problème et à quelles questions elles répondent. Alors, bien évidemment, hein, il y a heureusement plein de projets où on fait des choix un peu plus éclairés, mais de toute façon, c'est toujours un peu biaisé. Mais du coup, là-dedans, je parlais un peu des 3 grands frameworks React, Vue, Angular. Et nous, dans le choix qu'on a fait de partir sur des web components avec Lit, j'ai essayé souvent de dire la question, c'est pas est-ce qu'on a fait le bon choix, c'est combien ça coûte de changer d'avis en fait. Alors une fois que j'ai dit ça, tu fais waouh, mais en fait c'est pas c'est pas extraordinaire comme phrase. Quand tu veux changer d'avis et que tu as tout ta code base, tes outils de test, de bundling, de check, de ton IDE, qui sont au courant que ton code est codé de telle manière, avec tel framework, etc., ça devient difficile de changer des parties et de faire évoluer les choses. Quand tu essayes de découpler un peu plus qui sait quoi à propos quelle partie de ton code sait quoi à propos de quelle autre partie, tu peux plus facilement changer d'avis et pour moins cher, etc. Et pour nous, les web components, c'était un pari sur l'avenir en 2019. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins un pari qu'un choix. C'est le choix de dire je peux changer plus facilement des bouts sans remettre en question tout le reste. Et pour moi, ça s'est vérifié sur plusieurs choses. C'est que typiquement, quand tu es sur un projet Create React App, le jour où tu as voulu passer sur Vite, ça a quand même des impacts, c'est pas anodin. Nous, globalement, notre code, qu'on passe sur Rollup ou demain sur OSBuild ou je ne sais lequel Rust-based bundler qui sera inventé demain, on a essayé de découpler pas mal de choses. Mais là, en tant que tel, ce serait vrai pour un projet React Vue ou autre dont la stack et l'environnement que tu aurais compris et mis en place toi-même. Mais souvent, un framework te pousse à venir avec un générateur qui fait tout pour toi et à pas forcément comprendre et maîtriser tout ce que tu fais, parce que le but, c'est d'aller vite et de pas te poser ces questions-là. Nous, on a plus l'approche de prendre un peu plus le temps de choisir les bouts dont on a besoin et de pouvoir remplacer des bouts si besoin. Et puis l'autre, je pars un peu dans tous les sens sans forcément répondre à ta question, mais l'autre raison qui fait qu'on a fait ce choix, c'est qu'on a une web app un peu vieille, hein, la code base a plus de 11 ans ou un peu plus. Et en fait, mettre du neuf dans du vieux comme ça, avec des web components, c'est hyper facile. Et demain, quand on voudra déplacer tous ces nouveaux écrans qui sont faits en web component dans une nouvelle stack, on va dire, nouveau routeur, nouveau machin, on va pouvoir tout prendre et les mettre sans se poser de questions de « Ah ouais, mais alors attends, dans le build, il faut un truc qui sache compiler les templates Vue ou Svelte ou je ne sais quoi. » Non, avec Lit et un web component, le code, c'est du pur JS, il vient tel quel, il n'y a pas besoin de parser du JSX. Et donc, le découplage est hyper fort. Et donc, pour nous, c'était vraiment le choix d'être pérenne et de pouvoir changer d'avis et de pouvoir gérer ça dans le temps. Mais je me suis un peu égaré, je ne sais pas si je réponds vraiment à ta question. Non, je pense que ça répond très bien à la question. Je pense que c'est vraiment le truc de se dire que on va dire que si tu investis dans un outil plus sur le futur, tu sais que potentiellement tu vas rencontrer des obstacles, mais si tu sais qu'à la fin ça correspond à ce que toi tu veux, je pense que c'est top. Et il y a aussi un autre avantage, je sais pas si vous en avez bénéficié, mais c'est que d'utiliser, on va dire, des nouveaux outils, ça te permet aussi d'avoir accès, on va dire, de manière plus rapprochée à la communauté, aux éditeurs de ces outils. Ouais. Avec Lucas, comme on disait tout à l'heure, avec Upright, on a eu le meilleur exemple. Du coup, on est devenu Upright Hero en s'intéressant à Upright. On connaît les nouvelles features en avance, on nous demande notre avis, on peut tester des bêtas, on a un accès direct avec les développeurs. Si on a un problème, un bug, on a la réponse instantanée. Et j'ai vu que ça fonctionnait aussi un peu
un peu pareil avec pas mal de trucs. Là, avec Lucas, pour un talk, on s'intéresse au nouveau compiler React. Donc promis, on l'a pas mis en prod. Mais quand on s'intéresse à ça, on se rend compte que même React en fait a mis en place des solutions, des working groups où tu as des accès privilégiés avec les équipes. Si tu leur montres que tu fais des tests en prod, etc., ben eux, ça les aide un peu à améliorer le produit. Donc tu as cet aspect-là aussi, je pense, où tu peux peut-être un peu aider le développement du produit auquel tu crois. Et du coup, c'est peut-être ça aussi qui le fait avancer, quoi. Ouais, sur des gros sujets comme React ou quoi, ça leur permet vraiment de passer outre ce truc, de pas juste balancer une feature dans la nature et de recevoir des bugs un peu n'importe où. Donc c'est vrai que c'est hyper cool d'avoir accès à ce genre de choses quand on démarre un projet. Parce que du coup, si on a des questions sur est-ce que ça répond à notre besoin, comment faire ça ou ça, bah, avoir un accès avec les gens qui le dev, c'est quand même vraiment plus pratique pour le mettre en place. Et c'est un bel échange parce qu'au final, une fois que nous, on aura mis ça en prod, ça leur permet d'avoir des datas, des tests, des choses comme ça. Donc, ça fait avancer aussi un peu l'écosystème, le Driven Development. C'est intéressant, vous parlez pas mal de communauté et c'est un... Je sais plus à quel point j'en parlais dans mon talk, mais en off, j'en parlais peut-être un peu plus. À partir du moment où tu as fait le choix de React, Vue, Angular, pour encore une fois simplifier un peu le débat, hein, tu t'en viens à chercher la manière de faire X ou Y pour ton environnement, ta communauté, ton outil, framework. Est-ce que React est un framework ou une bibliothèque? Mais, on va pas rentrer là-dedans. Bah non, mais moi je vais le dire, c'est un framework. À partir du moment où quand tu fais le choix de React, tu vas choisir un routeur React, tu vas lire de la doc React, etc. Tu vas coder à la React. Et donc en fait, le fameux non, mais c'est qu'une bibliothèque qui fait juste le V de MVC, c'est devenu faux en fait. Et c'est pas grave en tant que tel, hein, mais... Et donc, à partir du moment où tu es rentré dans une communauté comme ça, elle t'apporte énormément, enfin un écosystème, on va dire, il t'apporte énormément de choses avec plein de choses qui vont fonctionner entre elles. Mais je trouve qu'on parle peut-être pas assez du fait que ça t'enferme aussi dans une manière de faire. Et si je peux au moins donner un conseil de manière s'il y a des gens qui nous écoutent, enfin j'espère qu'il y a des gens qui nous écoutent, c'est d'ouvrir un peu la veille aux autres communautés. Et typiquement, nous, on fait des web components et pour autant, la doc de React et les articles qu'il peut y avoir sur le découplage de la data et de la vue, sur la gestion d'erreurs ou le fait d'avoir des états avec des types algébriques pour éviter les états impossibles, etc. C'est plein de notions et de bonnes idées qu'on a pris qui viennent pas de l'écosystème Lit Web Component, mais qui viennent parfois de tel ou tel écosystème. Et donc, pour moi, c'est important de toujours essayer d'aller voir au-delà, ce qui évite aussi ce qu'on a eu pendant très longtemps et qu'on a encore d'une certaine manière, c'est comment je trie un tableau en jQuery. Et t'es là, mais attends, non, mais il n'y a pas besoin de jQuery pour trier un tableau. Et le truc, c'est que sur Stack Overflow, ça reste des questions que tu vois passer parce qu'en fait, tu es tellement dans je cherche à faire ça dans mon framework que tu en viens à te poser des questions qui n'ont pas de sens en fait. Et donc, moi j'essaye souvent de revenir à souviens-toi à quoi sert ton outil, connais-en le scope et regarde un peu si tu n'as pas des choses intéressantes à piquer ailleurs en termes de pattern et d'idées. Ouais, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, mais je trouve que j'avais jamais tourné la question comme ça, mais en fait, c'est presque autant quand on parle de hype-driven development, il faut pas trop s'attacher au nouveau truc hype on peut être aveuglé par ce nouveau truc hype, et autant dans ce que tu dis, l'effet inverse peut même exister où on est dans notre truc et on est complètement fermé au reste du monde et on se maintient dans nos choix sans ouvrir les possibilités, quoi. Et du coup, ouais, j'aime bien cette réflexion. Et c'est vrai dans ta veille, genre,
toi, personne développeuse, développeur qui est abonné à des flux, des newsletters, etc. Mais c'est aussi vrai dans le monde des conférences et des meet-ups, c'est-à-dire que il y a une énorme différence pour moi entre un meet-up, comment ça s'appelle, JavaScript et un meet-up React, par exemple. Alors, à Lyon, je sais que vous avez un Lyon JS, je ne sais pas si vous avez un Lyon React, mais moi, ça m'amuserait qu'il y ait un meet-up React Lyon. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce meet-up, alors j'espère que j'insulte pas des meet-up React en France, mais ça voudrait dire quoi? Que dans ce meet-up, on parle essentiellement de sujets React. Et du coup, t'attires pas des gens qui font du Vue, du Angular, du Svelte ou autre, ou en tout cas peut-être pas beaucoup. Et puis, alors React, c'est pas demain la veille, mais tu fais quoi le jour où sort Foobar, le framework qui est 2 fois mieux que React en perf, en sécu, en ce que tu veux? T'en fais quoi de ton meet-up React? C'est dommage parce que ça pourrait être le meet-up où justement on parle de moins en moins de React et de plus en plus de Foobar, tu vois. Enfin, là, je prends ça, mais c'est typiquement, on prend un truc plus pertinent où tu fais quoi quand ça devient nul de faire du jQuery et qu'il faut faire du React, justement? Tu fais quoi de ton meet-up jQuery? Et c'est là où quand tu essayes de découpler tes choix techniques dans ton code, c'est intéressant aussi de le faire dans les choix de veille ou les communautés que tu crées intrinsèquement en créant des meet-up et en créant des événements comme des conférences. Enfin, je sais pas si ça fait du sens ou si ça a du sens. Ouais, si. En vrai, je pense que c'est vraiment ce truc-là. Je pense que si on devrait un peu résumer les points pour qu'on pourrait dire en fait pour on va dire un peu se protéger de ce qui est app-driven development, si on reprend un peu tout ce qu'on a dit, c'est que le truc le plus important, c'est quand même de rester focalisé sur le besoin que l'on a. Je pense que c'est un peu à chaque développeur de faire attention aux outils qu'il utilise et à bien réfléchir si oui ou non il doit les utiliser. Et après, je pense que comme vous disiez, ça se trouve, vous allez voir peut-être d'autres points, mais comme on disait tout à l'heure, la communauté, je pense, c'est un des éléments qui peut faire que tu suis un outil qui est hype pour l'utiliser. On a dit aussi qu'il y avait les personnes qui lancent cet outil ou cette librairie ou framework ou n'importe. Et est-ce que vous voyez d'autres trucs qui pourraient vous faire partir sur un outil hype un peu en mode pari sur l'avenir, autre que ce que j'ai déjà dit ou pas? On n'en a pas encore trop parlé, mais tu choisis un framework, un outil pour ton projet. Là, on parle beaucoup de front-end, et il y a d'autres gens qui savent en faire. Tu vois, enfin, du coup, c'est quoi l'écosystème comment ça s'appelle, du marché de l'emploi là-dessus? Est-ce que les gens sont formés à utiliser ça? Est-ce que ça prend du temps à former les gens? Est-ce que c'est facile de recruter des personnes qui savent faire du tel framework JS fait par Jeanne Micheline qui est dans son garage, comme tu disais tout à l'heure? Est-ce que ça, c'est un critère hyper important? Et pour autant, nous, pour revenir à l'exemple, quand on a décidé de faire du Lit et des web components, non, personne en proportion sait faire ça par rapport à tout le reste. Quand tu fais une formation, que ce soit un bac plus 5 ou autre, ou une formation un peu plus courte, tu es formé à React ou à un de ses équivalents, mais tu n'es pas formé à ça. Et pour autant, moi, je considère que dans mon équipe, j'ai 6 personnes bientôt là. Faire monter en compétence quelqu'un sur nos technos, ça prend relativement peu de temps à partir du moment où elle connaît bien les concepts d'un modèle de composant, quel qu'il soit, que ce soit celui de Vue ou de React, etc. Donc ouais, non, pour revenir à ta question, je trouve que la possibilité de facilement recruter des gens va avoir un impact. Ouais, du coup, ça, c'est super parce que c'est une super transition sur un peu, je pense, le sujet final qu'on va traiter là. C'est surtout sur tout ce qui est aspect recrutement, culture d'entreprise, etc. Comme disait Hubert, on va se poser la question de est-ce qu'on va réussir à trouver des personnes du coup qui maîtrisent l'outil ou la stack
qu'on va mettre en place. Donc ça, déjà, c'est un vrai enjeu en recrutement. Mais à côté de ça, je pense que c'est un truc je sais que nous, à Zenica, on regarde quand même pas mal sur ce qui est culture d'entreprise, si les personnes sont quand même assez curieuses sur ce qui est veille technologique, etc. Je trouve que ça en dit quand même beaucoup sur le développeuse ou le développeur, sur les dernières nouveautés qu'il a regardées, et d'avoir cette vision de ce qu'on vient de parler aujourd'hui, qui puisse dire j'ai vu ça, mais pour moi, il y a un problème là-dedans, ça peut être intéressant à tel ou tel endroit. Donc, je pense qu'il y a un vrai enjeu pour le recrutement. Il faut que ça soit des stacks qui soient maîtrisés. Mais dans l'autre sens aussi, si on embauche des personnes qui maîtrisent des stacks que nous, on n'utilise pas, ça peut aussi être un vrai bénéfice pour nous, entreprises, d'avoir de nouvelles connaissances, ce genre de trucs sur des outils peut-être plus modernes, quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que c'est important quand même d'avoir une personne qui s'y connaît un peu, qui fait généralement quand une personne, fait beaucoup de HDD, c'est qui s'intéresse à la hype, c'est qu'elle est plutôt passionnée comme on l'a dit au début et que du coup elle fait beaucoup de veille. Donc ça peut être très intéressant pour ton entreprise d'avoir une personne comme ça qui est au courant de tout ce qui se passe dans son domaine. Mais ouais, il faut y faire quand même attention parce que ça veut dire peut-être que cette personne, peut très vite changer d'avis et peut-être qu'elle a énormément d'informations en surface, mais que, à connaître trop de trucs, forcément, c'est difficile d'approfondir dans les sujets, qui sont vraiment intéressants, qui permettent de recruter des personnes. Lucas, tu voulais... Ouais, je voulais rebondir aussi sur le recrutement. Je suis d'accord avec vous sur ce que vous avez dit, et je pense qu'il y a une autre, un peu toujours le revers de la médaille, la deuxième phase de la pièce. À l'inverse, c'est quand même important de se renseigner, d'avoir des stacks un peu à jour pour attirer des gens aussi. Autant il faut, quand on se lance dans quelque chose, il faut faire gaffe à est-ce qu'on va pouvoir recruter pour cette techno-là. Autant, par exemple, s'il y a toujours des apps en vue 1, pour ceux qui ne savent pas, on est en vue 3 actuellement, ou sur des vieilles versions de framework ou de techno, on va avoir l'effet inverse où plus personne n'a envie de travailler avec ça. Donc, je sais que on donne l'impression que je défends un peu la hype, mais c'est vrai que pour moi, non, mais c'est un critère. Ça a vraiment été un moteur pour moi dans ma vie de développeur et dans ma carrière. Et c'est vrai que donner envie aux gens de travailler sur nos stacks, c'est bien de rester toujours un peu à jour et d'avoir, sans pour autant être toujours au top du top, mais je trouve que c'est un critère important aussi, quoi. Et il y a un truc aussi, je pense, qui est intéressant avec ça. C'est je pense, un autre point positif du fait que plein de gens essayent de développer des nouveaux outils, des nouveaux frameworks, etc. C'est que je pense que c'est aussi ce qui aide à faire évoluer en fait, absolument toutes les stacks techniques, que ça soit dans le web ou n'importe. Mais en fait, quand on voit que Vue sort quelque chose de nouveau, en fait, très vite, on va voir qu'il y a d'autres frameworks qui vont essayer de trouver soit quelque chose pour faire l'équivalent, soit voilà, d'essayer de se mettre à la page. Et pour moi, il y a aussi ce côté-là dans la hype, c'est que c'est, je pense aussi, ce qui motive les communautés à creuser de plus en plus pour avoir des outils avec une meilleure DX, des outils plus performants, qui nous permettent de faire de plus en plus de choses, quoi. Ouais, je trouve qu'on a un peu ça côté front avec, le Rust, par exemple. Ça fait un petit moment là déjà qu'on commence à avoir énormément d'outils qui étaient avant en JavaScript ou en autre chose et qui passent en Rust, surtout au niveau des compilers et des outils et cetera. Mais ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Cette hype du Rust qui est arrivée récemment et nous aide beaucoup côté front à avoir des outils encore meilleurs et encore plus rapides qu'avant. Et moi, je trouve qu'un bon exemple aussi là-dessus, c'est la dernière refonte d'Angular. Typiquement, Angular, ça avait un peu une image, on va dire, vieillissante sur ces dernières années. Et c'est vrai que c'est là où on voit l'importance aussi de la hype dans notre métier. C'est qu'il suffit d'aller sur la nouvelle landing page d'Angular pour voir que, ok, ils sont mis à la page, c'est tout joli, ça, tu scrolles, il y a des animations dans tous les sens. Et même parce que ça, c'est l'enrobage, mais même dans les features qu'ils ont sorties, dans leur dernière version, c'est vraiment cool. Et on voit que
Et on voit que c'est important pour eux de se mettre à la page et de perdre cette image. On sent dans cette dernière mise à jour d'Angular et dans la refonte graphique qui va autour qu'il y a vraiment une question autour de l'image qu'ils renvoient et qui veulent l'améliorer parce que en vrai, on peut faire des trucs cool avec Angular. Je prends des notes parce qu'en fait, j'ai trop de trucs à rebondir sur ce qu'on vient de dire. Alors déjà, je pense que c'est important de le rappeler. Si vous pouvez obtenir de votre employeur qui vous laisse faire de la veille sur votre temps de travail, c'est bien, voire moi je considère que c'est juste la base est normale. Et donc moi je leur dis à mes équipes s'ils m'écoutent, vous pouvez faire, vous devez faire votre veille sur le temps de travail. Et pour autant, ça pousse un peu à objectiver la veille et à pas juste faire n'importe quoi j'ai fait du MQTT et de l'IoT sur mon temps pro. Oui, mais tu es développeur front-end et on fait une app de gestion. Mais non, il faut ça c'est important parce qu'on peut pas se reposer sur le temps libre des gens pour ça en fait. Après, je suis conscient que particulièrement quand on est jeune, on a tous envie, une soif de connaissances, si on en a le temps libre. Et moi, j'en ai fait partie, mais voilà, je voulais refaire ce petite parenthèse. Je ne sais plus lequel de vous a parlé de curiosité. Moi, j'ai donc recruté 5 personnes maintenant dans mon équipe et une 6e qui arrive à la rentrée. J'ai fait tous les recrutements moi-même et j'ai souvent bien aimé ce terme. C'est d'ailleurs un que j'utilise pour me définir je suis curieux, je teste des trucs, etc. Mais en fait, ça, c'est le premier niveau. Encore faut-il que ça se fasse pas exclusivement sur le temps libre, tout ça. Mais encore faut-il le 2e niveau, ou en tout cas, s'il n'y est pas, je vais essayer d'aider le collab ou la collab à le creuser, c'est avoir du recul. Et typiquement, moi je trouve qu'on l'a vu avec la sortie de Deno, où il y a ou Dino, il y a une hype incroyable de et il y a eu des gens, j'avais l'impression de voir des journalistes politiques répéter les éléments de langage de parti X ou Y, mais je voyais des influenceurs, ce qu'il y avait dans la présentation de Ryan Dahl, 10 choses que j'ai mal faites dans Node, et dans plein de trucs, ah ouais, mais du coup c'est plus sécurisé, c'est plus... Attends, mais comment ça c'est plus sécurisé? C'est-à-dire t'as testé ou t'as juste répété ce qui est écrit sur le site web? Parce qu'en soi, au moins au tout début, c'était pas extraordinairement plus sécurisé. Enfin, il y avait énormément de choses aussi autour de l'asynchronisme, etc., qui étaient basées sur ce qu'a été Node plus que ce qu'il était vraiment au moment de la sortie de Dino. Enfin bref, je vais pas partir dans ce débat-là, mais curiosité, faire de la veille, avoir du temps sur son temps pro, et le level au-dessus, c'est vraiment être capable d'avoir du recul et de juger une nouvelle techno qui sort, non pas juste répéter ce qui fait la hype, quoi. Et alors après, qu'est-ce que je vous balance un peu tout ce que j'ai noté et on rebondit dessus. Vas-y. J'ai noté métier versus tech. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Oui. Quand je recrute des gens, forcément, quand ils sont jeunes, on a encore plus ce côté soif des toutes dernières techno et on devient fasciné par les techs pour la tech, et on oublie qu'à la base, notre métier, c'est de construire du logiciel et donc de créer des outils pour des gens. Et en fait, de plus en plus, c'est pas que je fuis les gens qui me disent « Moi, si je code pas en Vue 3 ou en React machin, ça m'intéresse pas », mais c'est pas les personnes à recruter qui m'attirent le plus. Et c'est plus difficile à trouver chez des gens très jeunes, et c'est pas compliqué, hein, j'en ai fait partie, moi, quand j'avais, 25-30, oui, je voulais faire tel framework à la mode ou autre. Mais si j'arrive à trouver une personne qui est plus passionnée par ce qu'on fait que comment on le fait, en termes de pérennité du recrutement et de stérilité des débats techniques qu'il pourra y avoir parfois en interne, ça c'est assez bénéfique, je trouve. Après, c'est pas non plus, je vais pas jeter l'opprobre sur ce genre de profil. Alors après, j'ai noté attention à la hype qui arrive à... Oui, et alors je crois que c'est toi, Étienne, qui disait
Enfin, je sais plus lequel disait, on parlait de la hype va émuler un peu l'innovation. Et ça, c'est vrai et tant mieux. Mais j'ai l'impression parfois, et un peu en ce moment sur le monde des bundlers, outils JavaScript codés en Rust, qu'on en arrive à des gens qui se tirent la bourre un peu les uns les autres pour être meilleurs qu'eux mais sur des problèmes que finalement moins en moins de gens ont. Enfin, et un peu, je sais pas, je prends l'exemple de React quand il crée des hooks. Il crée les hooks pour régler un problème avec les class components, avec le binding du this, et par exemple dans Lit, quand tu fais des web components, tu crées des classes et ils auto-bind sur les événements le this. Et en fait, des problèmes de this, j'en ai jamais. Donc, il y a des gens qui ont essayé de rajouter des hooks dans Lit, et t'es là, mais ça n'a aucun sens en fait. Et je trouve ça fascinant, c'est tant que tu as le recul pour te rendre compte que dans ce contexte-là, ça n'a aucun sens, c'est bien. Mais du coup, la hype, pour moi, parfois, on vient à résoudre les problèmes que la vague de hype d'avant a apporté en apportant une solution. Et parfois, un peu en mode décroissance, ça pourrait être intéressant de revenir aux fondamentaux. Et aujourd'hui, pourquoi on a besoin de bundlers en Rust et pourquoi on a besoin qu'ils soient ultra rapides? C'est pas tant parce on code super bien et qu'on a des milliards de fonctionnalités à regrouper, c'est aussi parce qu'on a des fichiers très gros, qu'on a énormément de dépendances qu'on maîtrise peut-être pas assez, qu'on a de plus en plus rajouté des étapes de build dans nos outils front-end parce qu'ils ont un système de templating dédié ou je sais pas quoi. Et parfois, je trouve ça intéressant, faut pas tout jeter, mais de revenir mais on avait vraiment besoin de ces trucs-là qu'on essaye de simplifier avec ces nouvelles innovations. Et la réponse n'est pas oui ou non, ça dépend. Mais voilà, c'était un peu tous les trucs que j'avais notés parce que vous avez dit plein de choses intéressantes. Non, mais en vrai, écoute, c'est top. Je trouve que c'est un très beau mot de fin pour ce podcast parce que la fin approche. Donc voilà, retenez bien que du coup, c'est important de s'intéresser aux nouveaux sujets, mais il faut pas en oublier le cœur de notre métier, qu'à la base, comme disait Hubert, on est là pour créer des logiciels et pour répondre à des besoins. Donc le plus important, c'est de se poser la question, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de podcast. On espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de creuser le sujet. Si vous qui nous écoutez, vous avez des questions ou vous voulez rebondir sur certains sujets, n'hésitez pas à nous pinguer sur les réseaux sociaux ou pourquoi pas, si des fois vous faites des conférences, à venir nous voir en conf, parce que normalement tous les quatre, on y est quand même assez souvent. Encore merci à toi Hubert d'être venu pour cet épisode de podcast, c'était vraiment cool. Merci à vous. Et puis, je pense qu'on se retrouve pour un prochain épisode. Salut! Merci. Au revoir.